Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Atika Bokhari, chargée de mission santé globale à l'ISNAR IMG et interne de médecine générale à Nantes. À présent, vous prenez part à la boîte à outils intitulée Soigner les patients et patientes exilés. Je propose que nous débutions par quelques éléments de langage. Le terme migrant, selon l'Organisation mondiale de la santé, désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent pour des raisons diverses, soit dans une autre région de son pays, ou soit au sein d'un autre pays. Et c'est un terme, le terme migrant, qui est volontiers utilisé par les sociétés savantes. Les organismes d'accompagnement, eux, utilisent plus souvent le terme de personnes exilées, soulignant le caractère contraint de la migration et du coup suggérant un peu l'impact psychologique et physique de ce déplacement. En tant que médecin, nous savons à quel point la prise en charge des personnes exilées relève d'une diversité d'enjeux médicaux, éthiques et sociaux. Elles sont souvent impactées par des parcours semés d'embûches, confrontées à des difficultés d'accès aux soins, des traumatismes multiples et un environnement de précarité. Notre objectif pendant cette boîte à outils, ce sera de mieux comprendre comment nous pouvons adapter nos pratiques, proposer des soins qui sont dignes, qui sont adaptés, tout en prenant en compte les réalités sociales, administratives et culturelles des personnes qu'on soigne, les personnes exilées. Donc pour aborder ce sujet, on a aujourd'hui l'honneur d'accueillir Dr Catherine Witold de Winden, qui est directrice de recherche au CNRS, le Centre national de recherche scientifique à Paris, et Dr Marie Vicky, directrice médicale de l'unité mobile de la lutte contre la tuberculose du SAMU social à Paris. Je vous remercie beaucoup de votre intention, votre engagement, et je laisse désormais la parole à Dr Catherine de Winden. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité pour ouvrir un petit peu les travaux à des disciplines qui ne sont pas celles dans lesquelles vous travaillez ardemment, parce que j'ai un fils qui a fait médecine et je sais que ce sont des études extrêmement lourdes et très intéressantes. Et je voulais donc présenter quelques cartes pour vous donner une idée de ce phénomène mondial. Ce phénomène mondial, j'insiste beaucoup dans un débat extrêmement controversé que nous avons aujourd'hui. C'est un phénomène qui va se poursuivre. On n'arrêtera pas les migrations, quelles que soient les annonces plus ou moins tonitruantes qui nous viennent des États-Unis ou de quelques pays européens. C'est un phénomène qui s'installe dans le monde tel qu'il évolue aujourd'hui. Le monde bouge de plus en plus. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et les migrations en font partie. Donc, ces migrations internationales, tout à l'heure, on a donné une définition. Le migrant, quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né et qui donc fait le voyage. C'est la définition géographique et qui s'installe pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Les touristes ne sont pas des migrants. Les travailleurs de courte durée ne sont pas comptabilisés parmi les migrants. Les étudiants de courte durée non plus. Donc, et puis pas bien sûr les sans-papiers. Donc on a une définition qui est celle de l'ONU. Donc effectivement, elle est reconnue. Et selon cette définition, alors on voit ce monde là avec 284 millions de migrants internationaux, dont 51 millions aux États-Unis, donc première destination migratoire au monde. Au Canada, on est autour de 9 millions environ. En Europe, on a en incluant, parce que l'ONU inclut la Russie, l'Ukraine, la Moldavie, etc., on est à 87 millions. Ensuite, en Asie, on est autour d'eux, parce qu'il y a beaucoup de migrations irrégulières, 86 millions. On a 26 millions de migrants en Afrique et 15 millions en Amérique latine et 10 millions en Australie. Je vous donne tout ça un peu à la louche, mais si les calculs sont bons, on doit tomber sur 284 millions de migrants internationaux. Mais c'est pas là-dessus que je vais insister. Les chiffres, ça donne juste une idée. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui évolue aujourd'hui? D'abord, ce qu'on peut voir sur la carte, c'est que ces migrations qui sont mondialisées aujourd'hui, elles sont également régionalisées. C'est-à-dire dans toutes les régions du monde, y compris l'Europe,
Il y a plus de millions qui viennent de la région Euro-Méditerranée, par exemple, que de gens qui viennent d'ailleurs. Donc les migrations très lointaines et transcontinentales sont l'exception, hein. Et la plupart des migrants non internationaux, ce sont des migrants internes qui sont autour de 840 millions à l'échelle mondiale, parmi lesquels on a énormément de déplacés environnementaux. Ça, c'est le premier point. Donc, migration à la fois globale, mais également régionale. Et on voit pour les États-Unis l'importance des migrations qui viennent bien sûr du Mexique, c'est d'actualité, malheureusement, et d'Amérique centrale. Et du Canada. En Amérique du Sud, c'est surtout des migrants d'Amérique du Sud qui migrent dans ce sous-continent, les pays andins vers les pays plus riches, comme l'Argentine, même si elle est en crise, le Chili, l'Uruguay, le Brésil aussi. Et puis, pour ce qui est de l'Europe, par exemple, 33%, ce qu'on oublie, des migrants en Europe sont des Européens, hein, sont des Européens, plus des gens de la rive sud de la Méditerranée, pour l'essentiel, Maghreb, Europe, Turquie. Les Turcs sont les plus nombreux non-européens, si j'ose dire, en Europe. Aujourd'hui, on a à peu près 4,5 millions de Turcs en Europe, mais on a eu aussi, avec la crise syrienne, une arrivée de 1,2 million de Syriens qui sont venus en Europe, mais l'essentiel sont restés en Turquie, il faut pas l'oublier, hein. Donc les Syriens sont allés surtout en Turquie, d'ailleurs à la demande de l'Europe pour 4 millions d'entre eux, et au Liban. Et pour ceux qui viennent de plus loin, comme les Afghans par exemple, les Afghans, ils ont surtout migré au Pakistan et en Iran. Et d'ailleurs, vous devez le constater si vous allez à Calais. Certains viennent encore d'Afghanistan aujourd'hui, compte tenu de la situation dans le pays. Et ils vont en Angleterre parce qu'ils connaissent des Pakistanais avec qui ils ont travaillé pendant qu'ils étaient au Pakistan. Donc, on constate ce phénomène à peu près partout dans le monde, hein. Les migrants vont surtout dans des pays voisins, même quand ils traversent les frontières. Par exemple, les Vénézuéliens sont venus migrer surtout en Colombie. Et du temps des FARC, de la cartel de la drogue, c'était les Colombiens qui allaient migrer au Venezuela, par exemple, hein. Si vous allez dans le continent africain, j'insiste lourdement parce qu'il y a eu un livre qui dit que tous les Africains vont venir chez nous et nous envahir, etc. Les Africains émigrent surtout en Afrique, hein. 26,5 millions sont en Afrique. Et les deux pôles, il y a 3 pôles d'attraction en Afrique qui sont les pays du Maghreb, notamment les pays gaziers et pétroliers, mais aussi des pays de transit pour une migration vers l'Europe, comme l'Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, mais aussi l'Afrique du Sud, qui est un pôle d'attraction important pour les migrants anglophones du sud de l'équateur, et puis bien sûr le Golfe, qui n'est plus en Afrique, mais qui est proche, et qui est une attraction migratoire très importante, notamment pour les gens d'Afrique de l'Est. Ensuite, si on regarde la Russie, maintenant j'ai plus beaucoup de chiffres parce que à Sciences Po, on a coupé tous les contacts avec malheureusement nos collègues russes. Mais c'est la 4e destination après les États-Unis, l'Europe, le Golfe. La 3e, la 4e, c'est la Russie. On a environ 11 millions de migrants en Russie. C'est un pays qui est dans un déclin démographique très important et qui a surtout une migration de l'ancienne URSS qui vient du Sud-Caucase, Asie centrale et Chine. On y reviendra si on a le temps. Ensuite, en Asie, on a beaucoup de mobilité avec quelques pays de départ très importants qui ne sont que des pays de départ comme les Philippines. Un Philippin sur 10 vient à l'étranger, mais ils migrent surtout en Asie, hein. Et des pays le Vietnam, le Cambodge, le Laos, qui sont plutôt des pays de départ. Et les pays d'accueil, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, c'est Singapour. Et bien sûr l'Australie, parce qu'on a une migration asiatique importante en Australie, qui est plus en Asie, mais qui est quand même la plus proche de ces pays asiatiques. Les pays asiatiques, c'est très important, c'est 78 millions de migrants internationaux. Donc il y a une très grande population, mais aussi une très grande mobilité. Donc le phénomène régionalisé se vérifie à peu près partout dans le monde, hein. Même s'il y a des diasporas transnationales qui échappent à ces réalités et qui attirent, bien sûr, des migrants vers d'autres points d'arrivée. Ensuite, je voulais vous montrer, alors je vais essayer.
Voilà, les grandes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrêtera pas les migrations? Parce que c'est un phénomène structurel du monde. Alors les cartes sont anciennes parce que je suis en train de refaire l'atlas qui va ressortir en 2025. J'en suis désolée, vous n'avez pas la primeur parce que ça va sortir sans doute à la fin du printemps. Mais la plupart de ces grands éléments globaux, ils sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les lignes de fracture, qui sont des lignes de fracture socio-économiques, hein, l'IDH, l'indice du développement humain, qui prend en compte l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie en part du produit intérieur brut de chaque pays. On voit bien que ça affiche surtout l'Afrique subsaharienne. Et qui est dans un continent qui a une très grande tradition de mobilité régionale. J'insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, d'autres éléments, la démographie. Hein. Mais en même temps, il faut toujours prendre avec distance et esprit critique ces données parce que la démographie, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ne conduit pas nécessairement. C'est pas parce qu'on a une démographie galopante que tous ces gens vont venir chez nous. Hein. Certains le croient, mais c'est faux. Parce que, d'une part, on a un déclin démographique aujourd'hui à l'échelle mondiale. Les démographes du global, comme Gilles Pison, qui enseigne au Muséum d'histoire naturelle, dit que on va arriver à la fin du siècle à 9,5 milliards d'habitants environ, qu'on pourrait monter jusqu'au tout début du 22e siècle à 10,5 milliards, mais qu'ensuite l'ensemble de la population mondiale, ce qui a déjà commencé dans beaucoup de pays, commencerait à décliner parce que toutes les populations, dit-il, au monde finissent par contrôler leur naissance et sont dans un contexte de déclin démographique à peu près partout. Et on l'observe même dans des pays qui avaient une réputation de très grande fertilité. Par exemple, les pays du Maghreb, aujourd'hui, ils sont 2,4 enfants par femme. Hein. Ils sont en train de rejoindre les pays européens qui aujourd'hui sont en dessous de renouvellement des générations, donc en dessous de 2 enfants par femme, par exemple, hein, avec des situations très dramatiques en Russie, par exemple, où ils ont ce qu'on appelle la croix russe, c'est-à-dire ils ont le taux de mortalité des pays du Sud et le taux de natalité des pays du Nord, donc ils perdent 1 ou 2 millions selon les années, plus la guerre, bien sûr, par an de population. C'est aussi vrai en Europe centrale et orientale, on a une très faible natalité. C'est vrai également en Europe du Sud, Italie, Espagne, avec des conséquences sur vos métiers, parce qu'il y a les problèmes de la prise en compte des personnes âgées, de la garde, les métiers du care, etc., et puis qui créent de la nouvelle migration, bien sûr. Et bien sûr, un autre phénomène qui est lié au vieillissement de la population, c'est ce qu'on appelle le dévieillissement. C'est-à-dire que les gens sont mieux à 60 ans qu'étaient leurs parents ou leurs grands-parents. Et donc, beaucoup quand ils en ont la possibilité, ils bougent, ils migrent pour des courtes durées, le tourisme international, 1 milliard de personnes dans le monde, mais aussi ils s'installent plus durablement dans des pays plus ensoleillés qu'à Lille, c'est-à-dire au Maroc, en Tunisie, dans le sud de l'Espagne, dans le sud du Portugal. Parfois, ils aiment bien aussi le sud de la France et les îles Baléares, les Canaries, etc. Et c'est un phénomène mondial, c'est-à-dire les Canadiens, ils vont par exemple en Floride ou ils vont au Mexique, les Japonais aux Philippines, etc. Et aujourd'hui, on a ce phénomène des seniors au soleil, qui est un effet, de la meilleure santé des gens plus âgés, et de l'espérance de vie qui s'est beaucoup allongée, notamment pour les pays du Nord, entre guillemets. Ensuite, les lignes de fracture qui expliquent les départs, c'est pas seulement la démographie et la pauvreté, parce que les plus pauvres ne partent pas, j'insiste lourdement là-dessus. Les plus pauvres, ils restent dans leur région. Hein. La plupart d'entre eux, c'est des déplacés environnementaux ou des gens qui vont migrer dans le pays d'à côté s'il y a une crise politique majeure. Ils n'ont pas les moyens, pas les réseaux, pas la langue pour pouvoir aller très loin, ni pour payer les passeurs. Donc, ce qui fait partir les gens, c'est aussi l'absence de démocratie, c'est aussi l'espérance d'avoir un travail correspondant à sa qualification, l'espérance de vivre en paix. Aussi, la plupart des gens, quand on interviewe, ils disent « moi, je cherche vivre en paix et trouver un travail correspondant plus ou moins à ma qualification ». Donc tout ça, c'est des lignes de fracture très importantes qu'on voit sur la carte et qui expliquent aussi la dimension
non pas conjoncturelle, mais structurelle des migrations. Et là, j'insiste sur ce phénomène qui, sans doute, vous interpellera aussi dans votre métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nord du monde impose au sud du monde, avec le système des visas, pour la plupart de rester sédentaires. Hein. Donc le nord bouge beaucoup, mais le sud peu parce qu'ils sont astreints à des visas. Hein, des visas, et selon pas votre profil, sauf si vous êtes très qualifié ou étudiant, mais si vous êtes moyennement ou peu qualifié, vous n'avez pas de visa pour traverser le monde, et ça dépend surtout du risque migratoire que représente votre pays. Donc si vous venez d'un pays plutôt qui a mauvaise réputation en termes de contexte migratoire et contexte politique tout court, ben vous pouvez aller quasiment nulle part. Alors au bout de la file, avec le passeport européen, on peut aller assez loin. Maintenant, c'est encore plus, d'ailleurs autour de 190 pays sur 197 pays dans le monde. Mais on a les derniers, c'est les Afghans, les Somaliens, les Érythréens, etc. Parce qu'ils viennent de pays dits à risque. On se dit, s'ils veulent entrer, c'est pas pour faire du tourisme, c'est pour rester chez nous. Donc, ils peuvent aller que dans des pays voisins du leur qui ne représentent rien pour changer de vie, si j'ose dire. Ils disent d'ailleurs qu'ils ont des passeports qui ne valent rien. Donc, cette hiérarchie, elle est imposée par les pays du Nord aux pays du Sud pour voyager. Autre élément, les trafics. S'il y a des visas et des difficultés de traverser les frontières, on est en pleine actualité, malheureusement, eh bien, il y a des gens qui ont fait une industrie de ce passage. Hein. L'industrie des passeurs est extrêmement, disons, prospère à l'échelle mondiale. Il y a pas que la Libye, on en parle beaucoup parce que c'est un pays où il y a eu beaucoup de drames, beaucoup de jeunes. D'ailleurs, ce qu'on nous dit, nous, mais on n'est pas médecins, c'est que souvent ils partent en bonne santé parce qu'il y a une amélioration de la scolarité et de la santé dans leur région de départ, mais qu'ils attrapent beaucoup de maladies au cours du voyage. Hein. Puis si on traverse la Méditerranée, qu'on a été dans des prisons en Libye, qu'on a été torturé, violé, emprisonné, réduit en esclavage, ce qui se produit encore aujourd'hui, effectivement, on se trouve pas très très bien. Hein. On a chaque année, on a eu en 2023, on a eu 4000 morts en Méditerranée. On a eu plus de 3400 en 2022 et 2200 pour l'instant pour les comptages qu'on a pour 2024. Donc on a environ 50 000 morts en Méditerranée depuis la fin du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un phénomène tout à fait inquiétant. C'est une sorte de cimetière marin que devient aujourd'hui la Méditerranée, plutôt pour une migration subsaharienne. Ensuite, mais il y a d'autres points de passage très dangereux. Traverser le Mexique est devenu très dangereux pour les gens qui viennent d'Amérique centrale. Il y a un train qu'on appelle la Bestia qui longe la côte pacifique et les gens se font arrêter en permanence par les cartels de la drogue qui veulent racketter les migrants qui viennent d'Amérique centrale et ça se passe très très mal. Traverser la frontière également aux États-Unis est quelque chose d'assez périlleux, si j'ose dire. Il y a beaucoup de trafiquants, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de gens qui se font carrément flinguer avant par les cartels. Et donc, il y a un endroit qui s'appelle le Darién. Avant, on n'en a parlé quasiment pas, qui est le nord de la Colombie, voisin de Panama, et qui est maintenant emprunté par les passeurs parce que c'est tellement dangereux que la police va pas trop y patrouiller. C'est la jungle, et donc on a des gens qui viennent de très loin, parfois même d'Afrique subsaharienne, qui passent par là pour essayer d'entrer ensuite aux États-Unis. Donc des nouveaux points de passage qui sont apparus. Donc tout ça, ça fait partie de la structure, disons, des migrations. Également les crises et les conflits. Alors il y en a beaucoup qui sont pas sur la carte parce que quand je l'ai faite, c'était pas encore d'actualité, mais on a des très gros chiffres. 6,5 millions d'Afghans ont quitté leur pays. On a à peu près le même chiffre pour les Syriens aujourd'hui. Hein. Ils sont allés surtout en Turquie, un petit peu au Liban, 1 million pour une population totale de 4 millions d'habitants et 1,2 million en Europe en 2015. Et la France n'en a pris que 11 000, donc c'est très peu. Hein. L'Allemagne en a pris la moitié 500 000. Donc il y a des écarts aussi entre les pays européens qui sont très importants.
Ensuite, alors il y a des gros chiffres, les Vénézuéliens aussi, hein, à peu près le même chiffre. Une partie est allée au Brésil, une partie pour l'essentiel en Colombie, et bien sûr les Ukrainiens aujourd'hui qui sont pour l'essentiel allés en Pologne, en Allemagne. En France, on n'a pris que 4% des Ukrainiens, donc on est loin de la subversion dont parlait le Premier ministre dans ses débats récents. Ensuite, le tourisme, il conduit à la migration, c'est ce que je vous disais, parce que la familiarité avec la mobilité conduit des jeunes, notamment, on l'a vu en 2008, diplômés d'Europe du Sud à aller travailler au Maroc, à aller travailler en Amérique latine ou en Grèce, pour les Grecs en Australie, parce qu'il y avait déjà des communautés grecques installées depuis les années 1950 en Australie. Donc on a, c'est une ressource. Le Sud peut être une ressource pour ceux qui ont le courage, l'inventivité, l'idée de migrer, qui viennent du Nord par exemple, mais aussi les fameux seniors au soleil, qui sont un phénomène aujourd'hui démographiquement tout à fait recensé, qui est en pleine tendance croissante, si j'ose dire. Et puis aussi, les coûts du Caire, moins chers, au sud, au Portugal, ils se sont fait une sorte d'industrie du Caire dans le sud du Portugal, avec des Anglais qui trouvent que c'est plus agréable au Portugal que chez eux, surtout comme climat, mais aussi avec des soins qui sont pas seulement la prise en charge quotidienne, mais des soins médicaux pointus, donc dans ces contextes-là. Autre élément, la migration de l'Est, elle s'est développée donc en Europe depuis 1990, la chute du rideau de fer, et on a donc une migration de plus en plus mobile. Quand on ouvre les frontières, les gens bougent, ils s'installent pas, ils font des allers-retours, ce qu'on a vu beaucoup pour les Polonais ou les Roumains, qui sont les deux plus grosses nationalités de l'Europe centrale et orientale. Très rapidement, le vieillissement, je voulais vous montrer ce phénomène. Donc, et on le voit, moi j'enseigne un peu en Italie, à Rome, et le problème du Caire est un problème central. C'est-à-dire que Madame Meloni, qui s'était fait élire sur un programme néofasciste, si j'ose dire, en disant qu'elle allait fermer tous ses ports d'accès, puisque c'est vers l'Italie qu'arrive le plus grand nombre de migrants du Sud, vers ce qu'on appelle la Méditerranée centrale. Elle n'a pas pu le faire parce que les associations précisément de sauvetage en Méditerranée et d'autres ONG comme Médecins sans frontières, Médecins du Monde ont dit qu'on mettait en péril la vie des gens s'ils étaient sur des bateaux qu'ils attendaient pour accoster pendant très longtemps. Et donc, elle a dû rouvrir des ports, notamment un peu au nord, pour dissuader d'arriver tous en Sicile, à Ancône, etc. Depuis ces dernières années, elle n'a pas pu revenir sur cette décision, si j'ose dire, et elle a régulariser à peu près 400 000 personnes qui travaillent dans le Caire, parce que ces électeurs, ils ont aussi des gens âgés dans leur famille à faire garder, et donc c'est un sujet tout à fait critique dans ce pays. C'est pareil en Espagne, ainsi que les métiers du tourisme qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Très rapidement, les murs, je vais pas y revenir dessus parce que on en parle beaucoup, hein. Et ça concerne peut-être moins vos sujets, il y en a certains qui sont peut-être moins connus que d'autres. Les passages par la Libye, qui sont tout à fait mortifères, parmi les plus dramatiques au monde. Et puis, les morts, donc ça, je vous montrais ça. Je voulais juste insister, je vous ai parlé un peu de la Russie, je voulais insister sur 2-3 phénomènes qui concernent les Suds. Parce qu'aujourd'hui, c'est au sud du monde qu'il y a le plus de migration, hein. Migration sud-sud. Si vous êtes amené à travailler au sud, dans toute sa diversité, c'est un phénomène de très très grande mobilité. Là, c'est la Croix-Rousse, le phénomène démographique. Et aujourd'hui, le problème du Sud, c'est que tous ces pays n'ont aucune politique migratoire, hein. Au nord, il y a quand même quelques garde-fous, si j'ose dire, qui sont le droit d'asile, la Convention de Genève, les droits de l'enfant, la Convention de 1989, qui dit que tous les mineurs, après il y a une discussion sur qu'est-ce que c'est que l'âge de la minorité, mais vous êtes mieux placé que moi pour y répondre. On a critiqué le test d'âge osseux sur le poignet, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les pays du Sud tolèrent sur leur territoire finalement des migrants. Ils en produisent aussi beaucoup à cause des crises politiques qui sont survenues dans beaucoup de ces pays du Sud.
Mais en même temps, ils n'ont pas de politique d'accueil pour les réfugiés. Ils n'ont pas de politique, ils n'ont pas reconnu la Convention sur les droits de l'enfant qui dit que jusqu'à 18 ans, l'enfant doit être accueilli, c'est pas toujours le cas, mais enfin en principe, c'est ça la Convention, nourri, logé, éduqué, formé, etc. Donc on a quelques conventions aussi sur les droits des travailleurs, sur les salaires, sur l'égalité homme-femme, sur toute une série de choses. Dans ces pays du Sud, ça n'existe pas du tout. Il y a même des pays comme les pays du Golfe, qui n'ont que de la main-d'œuvre et avec des gens qui n'ont pas le droit d'amener leurs partenaires, leurs conjoints, etc., dont le séjour s'arrête quand le contrat de travail est terminé, le passeport étant confisqué par l'employeur dans des conditions de travail qui sont pas tout à fait proches de l'esclavage, mais qui sont quand même un travail très très lourd en termes d'horaire et très fortement soumis à la volonté du patron ou de la patronne dans ces contextes-là. Et c'est la troisième destination au monde en termes de migration. Ensuite, j'aurais peut-être pas le temps de parler tellement de la Turquie, mais c'est intéressant parce que c'est le plus grand pays de départ vers l'Europe, ce qu'on oublie souvent, mais c'est aussi le plus grand pays d'accueil des migrants à l'échelle mondiale, parce qu'ils ont accueilli 4,5 millions de Syriens, entre autres, mais aussi des Afghans, des Irakiens, etc., depuis longtemps, pas seulement depuis la crise de 2015. Et aussi, ils ont gardé sur leur territoire, à la demande de l'Europe, en étant payés 6 milliards de dollars, donc à partir de 2016, une grande partie de la migration de la crise syrienne. Donc c'est un peu comme le Mexique, on peut les comparer à peu près de façon assez égale. Le Mexique est devenu surtout un pays de transit, en fait. Il est plus tellement un pays de départ vers les États-Unis. Ceux qui partent, c'est plutôt les gens d'Amérique centrale. Et c'est un pays qui a beaucoup, bien sûr, de Mexicains aux États-Unis. On évalue à 12 millions. Je ne sais pas si notre nouveau président américain pourra expulser 12 millions de personnes qui travaillent dans des secteurs tout à fait important aux États-Unis, peu qualifiés, moyennement qualifiés, très qualifiés. En tous les cas, c'est le champion, les États-Unis, du travail, du nombre de sans-papiers. Hein. Mais indépendamment de ça, c'est un pays d'accueil aujourd'hui très important, de transit, où arrivent les gens qui viennent d'Amérique centrale. Autre élément, le Golfe, donc je voulais vous montrer ça. Il y a des pays du Golfe qui ont jusqu'à 20%, jusqu'à 20% seulement de nationaux et 80% de migrants. Donc c'est un sujet extrêmement important, alors qu'ils ont quasiment aucune politique migratoire. Et c'est un sujet, bien sûr, Israël-Palestine, on est passé rapidement, mais je pense que les problèmes vont se multiplier. Des grands géants de population au monde ne sont pas nécessairement des pays d'où on migre très nombreux, même s'ils sont nombreux de fait, parce qu'1,4 milliard de chaque côté, ça fait beaucoup de monde, mais le taux d'émigration est faible. Hein. L'Inde, par exemple, sur 1,4 milliard, n'a que 17 millions d'Indiens dans le monde. Alors c'est beaucoup, hein, mais c'est peu, c'est 0,2% de la population. Et pour la Chine, c'est un peu la même chose. Il y a des chiffres équivalents pour la Chine avec la même population. Donc c'est pas parce qu'on a une très grosse population, et c'est pareil pour le Nigeria et quelques autres, hein, que nécessairement on a un taux de départ très important. Ce qui compte, c'est les réseaux. Si les gens ont construit des réseaux transnationaux, familiaux, etc., ou de création d'entreprises ou autres, ils vont migrer dans ces réseaux transnationaux qu'ils ont construits. S'ils en ont pas, les régions les plus pauvres, qui ont aucun réseau, si vous venez du Kirghizstan, vous avez très peu de chances de rencontrer un Kirghize dans la rue, parce que le Kirghize, il reste dans son pays, il va élever des moutons et il n'a pas de contact avec beaucoup de gens dans le monde. Hein. Donc en fait, les plus pauvres ne bougent pas. Sinon, on n'aurait pas 3,7% seulement de la population mondiale en situation de migration internationale. J'insiste là-dessus. Là, c'est pour l'Asie et je voulais vous montrer 2-3 cartes pour les États-Unis. Donc le Sud en débat. Le Sud, c'était l'Espagne, il faut pas oublier. Donc c'est pas le blanc dont parle le président actuel c'était le vrai grand remplacement. Il s'est produit là, hein, aux États-Unis, Canada, Argentine. Il n'y a plus beaucoup d'Indiens.
Et en fait, cette population qui était espagnole est devenue mexicaine quand l'Espagne a perdu ses colonies, et ensuite c'est devenu américain. Mais l'atmosphère de tous ces États du Sud, très actifs d'ailleurs économiquement, la Californie, le Texas, mais aussi très touristique comme le Nouveau-Mexique ou l'Arizona, c'est une population métissée, très très marquée par la présence indienne et espagnole, aussi bien aux États-Unis par exemple qu'au Mexique, dont la frontière est un peu artificielle, mais j'ai pas le temps de m'y étendre, mais c'est un sujet sensible parce que les Américains, c'est eux qui ont fait venir les Mexicains. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le programme Bracero, comme ils disaient, en 42, parce qu'il manquait de main-d'œuvre, les soldats étaient partis sur le front, entre autres européens, mais pas seulement, et donc ils ont commencé à faire venir les Mexicains, et ça a enclenché toute une habitude des réseaux de travail, de famille, etc., vers les États-Unis. L'Amérique du Sud, comme je vous montrais, a une sorte de système migratoire régional à peu près total, ainsi que la région des Caraïbes. Et puis l'Australie, donc l'Australie qui est un pays continent qui se voulait blanc, et qui peu à peu a dû changer sa définition parce que c'est un pays qui est devenu multiculturel, à tel point que l'Australie a constitutionnalisé, comme au Canada, le multiculturalisme, et qui a une politique de lutte contre la diversité, droit du sol, on est en plein débat comme au Canada, comme aux États-Unis, comme dans les pays d'Amérique latine, et des tentatives de politique de réparation vis-à-vis des aborigènes, par exemple, comme au Canada, à l'égard des natifs. Et aujourd'hui, c'est un continent qui devient un pays-continent qui est de plus en plus asiatique, compte tenu de son voisinage, qui est particulièrement concerné par les déplacements de migrants environnementaux dans les îlots du Pacifique. Certains îlots ont acheté d'autres îles inhabitées pour s'installer compte tenu du risque de la montée des eaux dans cette région du Pacifique. Et donc là, le sujet est tout à fait crucial, si j'ose dire. Mais c'est aussi vrai au Bangladesh, qui est considéré comme le pays le plus menacé au monde par la montée des eaux, parce que c'est un pays delta. Et donc, de temps en temps, personne s'y intéresse. Mais au Pakistan, on a eu de gigantesques inondations il y a 2 ans, par exemple. Sont les plus pauvres qui habitent dans les parties basses, si j'ose dire, de ces fleuves. De très grandes capitales au monde sont au bord de l'eau, comme vous voyez sur la petite carte là. Elles ont été construites souvent dans des objectifs de commerce colonial. Et elles sont très menacées. Des villes comme Calcutta, comme Dhaka au Bangladesh, comme beaucoup de ces villes, elles sont très très menacées aujourd'hui, surtout en Asie. Vous voyez, elles sont surtout situées en Asie, et elles ont plus que 10 millions d'habitants, puisque la carte est ancienne, comme vous le voyez. Ensuite, je terminerai par le fait que pourquoi la migration va se continuer, parce que les migrants, c'est les principaux contributeurs du développement. 670 milliards de dollars envoyés l'an dernier par les migrants du monde entier dans leur pays d'origine. 670 milliards, c'est le double de l'aide publique au développement. Donc si les migrants arrêtaient de venir, leur pays d'origine serait parfois très menacé par ces arrivées de fonds, même pour un pays comme le Maroc, qui est un pays assez développé au sud. Eh bien, c'est 18% des ressources en devises du pays, par exemple. Donc, c'est très important. Mais pendant la Covid, par exemple, pour le Niger, ils avaient perdu 20% de leur transfert de fonds parce que les gens pouvaient plus repartir, envoyer de l'argent. Ils avaient perdu leur travail. Souvent, c'est des gens peu qualifiés, etc. Donc, ça a été dramatique dans certains pays, l'arrêt de la mobilité. Donc là, et surtout, et j'insiste, je terminerai là-dessus, le développement, contrairement à ce qu'on croit, crée de la migration. Plus il y a de développement, ça c'est ce que dit l'OCDE et la plupart des économistes, le développement crée de la mobilité parce que il y a plus de gens en bonne santé, c'est votre sujet, scolarisés et plus qualifiés qui peuvent partir et qui ont des réseaux ailleurs, qui peuvent être en mobilité. Donc plus il y a de développement sur le court et moyen terme, plus il y a de migration, et plus il y a de migration,
plus il y a de développement, dont notamment le fruit des transferts de fonds, qui est pas seulement pour montrer qu'on a réussi, mais aussi pour créer des infrastructures collectives à travers des associations ou à travers des programmes de développement. Donc le migration et développement fonctionnent ensemble. Il ne faut pas se croire que le développement est une alternative à la migration. En fait, les deux fonctionnent de pair. Et je terminerai là-dessus. Sur les migrations environnementales, aujourd'hui, il y en a pas beaucoup, hein, ils sont à peine 100 millions à l'échelle mondiale, mais la plupart sont des migrants internes. C'est un phénomène sud-sud pour l'essentiel. Il n'y a aucune convention internationale, ils n'ont pas de statut, hein, pour l'instant, même pas de réfugiés. Et donc, ils sont surtout pour des raisons diverses, hein, qui peuvent être des cyclones, des tornades, la montée des eaux, la sécheresse, les éruptions volcaniques et quelques autres catastrophes. C'est beaucoup des catastrophes, on l'entend tout le temps dans l'actualité, qui se produisent au sud, souvent dans très peu de solutions de repli. Donc les gens, ils s'abritent dans leur propre pays pour retrouver les mêmes conditions de vie que celles qu'ils avaient avant, c'est-à-dire les pâturages, l'agriculture et la pêche. Donc c'est pas une migration que vous allez retrouver à votre porte demain, mais ça peut créer des crises et des conflits, comme au Darfour, par exemple, qui deviennent ethniques, puis ensuite qui peuvent devenir des guerres civiles si la situation n'est pas gérée. Voilà. J'insiste sur tout cela, et qu'il y a une tentative de gouvernance mondiale des migrations qui a été initiée par le pacte de Marrakech en 2018, mais les pays européens, pour la plupart, ont signé, sauf l'Italie, le pacte de Marrakech, mais qui a été signé aussi par beaucoup de pays du Sud. Mais pour l'instant, dans la politique européenne et dans les politiques nationales des pays européens, on a l'impression qu'on tourne le dos à la dimension de prise en main mondiale, multilatérale, avec des acteurs qui ne soient pas que des États, de la question migratoire. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On pourrait parler encore des heures et des heures de ce sujet passionnant et inédit. Et maintenant, la parole est à toi. Merci pour cette merveilleuse présentation. Je suis en retard, je vous ai une dette. Mais non. De 9 minutes. Donc merci aux organisateurs et merci à Tika de m'avoir invitée. Donc moi je suis médecin généraliste. J'ai travaillé en permanence d'accès aux soins à Besançon et à Paris dès l'internat, en LIALT Soins Santé, et depuis 6 ans maintenant dans différents dispositifs du SAMU social de Paris. Alors, tic. Je vais juste passer. Donc vous connaissez, alors le SAMU social de Paris, contrairement à Médecins du Monde qu'on a vu tout à l'heure ou MSF, c'est un groupement d'intérêt public. Donc c'est financé par l'État, par l'ARS, par le département de Paris. Donc on est un peu moins en position de pouvoir faire du plaidoyer comme le font MSF et Médecins du Monde. Vous connaissez peut-être du SAMU social son travail de maraude auprès des personnes vivant en situation de rue, mais il y a beaucoup d'autres champs d'action. Il gère le numéro 115 pour l'Île-de-France. C'est un numéro d'appel national pour les personnes sans abri, de conseil et d'orientation. De l'hébergement en centre d'hébergement d'urgence ou en hôtel pour les familles principalement, depuis 2015. Et il faut savoir qu'il y a plus de 50 000 personnes qui sont hébergées en hôtel toutes les nuits à Paris et en Grande Couronne. Sans compter encore toutes les familles qui restent en rue. Mais aussi, il y a des missions plus médicales, donc les lits halte soins santé, vous avez peut-être déjà entendu parler, les LHSS. C'est des centres d'hébergement pour des personnes sans domicile qui nécessitent plus de soins hospitaliers, mais qui ont encore besoin de soins infirmiers aigus. Des lits d'accueil médicalisés, ou LAM, c'est un peu comme une maison de retraite pour des personnes qui peuvent relever d'aucun autre dispositif, qui ont des pathologies chroniques, sévères, qui engagent un pronostic vital à plus ou moins long terme. Des consultations en accueil de jour. Là, on crée plutôt du lien, on travaille le retour aux soins et aux droits pour des personnes qui sont très grand exclues. Il y a la mission migrants aussi, où on fait des maraudes dans les campements ou des consultations dans les accueils de jour ou dans les centres d'hébergement pour personnes exilées ou demandeurs d'asile. Donc il y a des infirmiers, des interprètes en physique, en arabe ou en pachto dari.
Et puis, on travaille conjointement avec France Terre d'Asile sur cette mission-là pour que les personnes puissent accéder aussi à la demande d'asile. Et puis moi, je travaille à l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose, EMLT. Donc la tuberculose, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment une problématique de santé globale et comme nous a parlé tout à l'heure Denis Falzon. Donc nous, on prend en charge des personnes malades de la tuberculose qui sont majeures ou mineures non reconnus mineurs, en situation de grande précarité, isolées. On reçoit des signalements soit des centres de lutte anti-tuberculose ou des services hospitaliers. Et on propose un accompagnement médico-social. On a une équipe avec 4 infirmiers, 4 travailleurs sociaux qui sont vraiment incroyables. Donc une secrétaire, une responsable d'équipe et puis un médecin. Et on vient en complément du suivi médical déjà en place, souvent hospitalier. Et pour les accompagner en fait dans leur quotidien avec la maladie. Donc moi, je me positionne depuis le champ de la prise en charge des personnes en situation de très grande précarité, avec un habitat instable, des séjours en rue aussi. Mais ça ne veut pas dire que ça représente tous les cas de toutes les personnes exilées. Donc les personnes en situation d'exil sont particulièrement confrontées aux problèmes de précarité. La précarité, c'est souvent un équilibre instable. Plus elle touche de champs dans l'existence, plus elle peut faire basculer dans la grande pauvreté. Là où il n'est plus possible d'accéder à ses droits fondamentaux, ni de reconquérir ses droits par soi-même. C'est la définition de la précarité de Brzezinski d'ATD Carmonde. Ça nécessite finalement de devoir demander de l'aide, mais encore faut-il avoir connaissance qu'on a des droits et connaissance de l'aide qui peut être apportée. L'expérience de l'exil, qui, on peut le rappeler, c'est une quête d'un lieu pour exister, cette expérience affecte profondément la santé. Il n'y a pas de pathologie spécifique liée à la migration, mais une fréquence importante de la survenue des facteurs de vulnérabilité, que ce soit médical, psychologique, social, juridique ou bien sûr tout à la fois. Parmi les personnes exilées, il existe des populations qui sont encore plus vulnérables. Les femmes exilées. L'enquête ANRS Parcours de 2017 sur les personnes immigrées d'Afrique subsaharienne en Île-de-France a révélé que les femmes qui ont contracté le VIH le contractaient principalement après leur arrivée en France, et cela d'autant plus que la précarité vécue lors des années d'installation était importante et de longue durée. Elles avaient plus souvent subi des rapports sexuels forcés ou non protégés en France, notamment des rapports transactionnels en lien avec l'hébergement. On a aussi les populations de mineurs non accompagnés, les MNA, ou, je pense encore plus vulnérables, les mineurs non reconnus mineurs par l'État. Et à l'EMLT, on a vu cette population-là s'accroître de 200% là en 2024. Énormément de mineurs non reconnus mineurs avec une tuberculose en rue. On peut parler aussi des étrangers malades. Il n'est pas rare de voir des personnes exilées, hémiplégiques suite à un AVC, en fauteuil roulant, ou dialysées, ou présentant des cancers évolutifs, tout ça en rue. Donc il faut vraiment dépister et repérer les vulnérabilités. Les personnes exilées sont particulièrement soumises aux inégalités sociales de santé, comme on l'a vu dans différents groupes dans ce congrès. Les pathologies les plus fréquemment dépistées dans les centres du COMED, le COMED c'est le Comité pour la santé des exilés, sont les psychotraumatismes, les maladies cardiovasculaires, l'infection chronique par VHB, le diabète, l'infection chronique par VHC, l'asthme persistant, l'infection par VIH, les cancers, la tuberculose et les parasitoses à risque évolutif. La tuberculose est, je trouve, une pathologie assez emblématique des inégalités sociales en santé. L'être humain vit avec la tuberculose depuis toujours. Elle a été source d'inspiration artistique dans les milieux bourgeois à l'époque romantique, puis est devenue associée à la misère, à la mauvaise vie, à l'époque hygiéniste, et aujourd'hui on peut la brandir pour stigmatiser les migrants qui amèneraient une maladie moyenâgeuse sur le territoire. Si théoriquement le bacille de corps ne fait pas trop de différence sur le statut socio-économique des individus qu'il peut infecter, les inégalités sociales de santé vont en revanche avoir une implication sur le risque de croiser la bactérie et de passer de l'infection latente à la tuberculose maladie. Aujourd'hui, l'incidence nationale française d'infection par tuberculose, c'est 6,4 pour 100 000 habitants. C'est considéré comme très faible. Mais pour les personnes sans domicile, on est sur une incidence à 10 fois la normale. Pour les personnes détenues, 7 fois la normale. Pour les personnes nées hors de France, 5 fois la normale. Et la tuberculose, c'est un événement aigu, par excellence, qui va pouvoir faire basculer l'équilibre précaire et conduire à la grande pauvreté. La santé mentale est particulièrement mise à l'épreuve chez les personnes exilées parce qu'ils ont vécu des violences, des menaces, des persécutions, de la torture, des violences de genre au pays ou au cours du parcours, comme on l'a vu tout à l'heure.
et qui rencontrent la violence et la détresse sociale à l'arrivée par les politiques de non-accueil, avec un isolement relationnel, une précarité au quotidien et de l'hébergement. Ils ont vécu des deuils multiples, des départs sans adieu, des décès de proches dans les violences ayant motivé le départ, des mois ou d'années sans nouvelles des proches, et leur absence de par l'exil lors de décès des proches au pays, et l'impossibilité d'effectuer les cérémonies et les gestes vis-à-vis du défunt. Et c'est une souffrance qui est rapportée très fortement par les patients, eux-mêmes malades, qui voient la chance d'être soignés, eux, parfois comme une culpabilité vis-à-vis de la famille restée au pays. La culpabilité, donc, d'avoir laissé sa famille, d'avoir sauvé sa vie, de la dévalorisation sociale et l'impossibilité de venir en aide financière à hauteur des besoins de sa famille. La parentalité à distance aussi. Des personnes qui ont vécu beaucoup de pertes, et je pense à un patient exilé pour raisons environnementales, qui avait perdu ses troupeaux et ses terres devenues arides et stériles au Mali, et qui en souffrait énormément. Ou en sollicitant l'asile, qui marque une rupture avec sa patrie, où il n'est pas possible de retourner. On pense aussi à l'exil thérapeutique, les personnes atteintes de maladies graves, qui vont être confrontées toutes seules à la maladie et à la mort dans nos pays. Donc il faut dépister systématiquement et prendre en charge la santé mentale, dont le psychotrauma, il y a eu une intervention ce matin. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est pas pris en charge. C'est quand même une prise en charge très spécifique, le psychotrauma, et on a encore peu de dispositifs qui sont développés pour accueillir ces pathologies. Une façon en médecine générale de pouvoir le dépister, c'est poser la question des troubles du sommeil. Facilement, on va dériver de « je dors mal » à finalement il y a un psychotrauma sous-jacent. En termes d'approche, afin de répondre aux enjeux de santé des personnes exilées, il faut une approche bien sûr holistique et en pluridisciplinarité, que ce soit des soins médicaux, psychologiques, transculturels, la réduction des risques ou, pour les personnes usagères de drogue, la prévention, l'éducation thérapeutique du patient, l'accompagnement social et administratif, éducatif et le conseil juridique. Et on a la chance au SAMU social d'avoir accès un peu à toutes ces ressources-là. On a même un service qui s'appelle JAD, de conseil juridique aux personnes qu'on sollicite en permanence en fait pour aider. Il faut offrir de la disponibilité, du temps, de l'écoute, de l'adaptabilité, de la souplesse, et c'est ce qu'on manque beaucoup dans les institutions de santé où le temps est compté et où il y a un cadre quand même assez rigide. Il faut personnaliser les suivis et la mobilité, c'est quand même un outil très important. Aller vers les personnes, comme on a vu hier avec le camion Marsouin. Et le MLT, c'est une équipe mobile. On va là où sont les patients, mais les patients aiment aussi venir à nous au bureau. Tout ça pour faire connaître et accéder ou recouvrir les droits, permettre l'accès et la continuité des soins et offrir un appui à la vie quotidienne. Donc nous, concrètement, on peut être amené à accompagner physiquement les personnes en consultation, sur leur démarche de domiciliation, à tout guichet en fait, où le risque de renoncement aux soins, parce que c'est difficile de se retrouver à un guichet où on parle pas la langue et où on est mal accueilli. Donc on a tendance à accompagner quand les personnes en ont besoin. Ou alors pour aller dans les méandres du sous-sol des hôpitaux, pour aller à la pharmacie hospitalière. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'essayer de trouver la pharmacie, c'est quand même pas simple. Au SAMU social, on a développé un projet qui s'appelle ID Ordo. On a travaillé sur des ordonnances entièrement visuelles avec des hébergés comme un outil d'éducation thérapeutique et aussi un outil pour les personnes illettrées pour permettre une meilleure compréhension et une prise en main des ordonnances et des traitements. Donc vous pourrez retrouver l'outil, je l'ai pas mis là, mais sur le site du SAMU social, IDO Ordo, où vous avez donc des images qui ont été vraiment construites avec les hébergés. Et ça permet de travailler, en fait, une fois qu'on a notre ordonnance, de la traduire en une ordonnance visuelle avec le patient pour qu'il comprenne mieux ce qu'il prend, pourquoi, à quel moment le prendre. Bien sûr, il faut travailler en partenariat, puisque même si les personnes sont isolées, il y a souvent plusieurs équipes mobilisées autour d'elles. Un médecin généraliste, une PASS, un service hospitalier, un travailleur social hospitalier, un travailleur social de la domiciliation ou de l'hébergement, ou des équipes mobiles. Et il faut vraiment coordonner et pas démultiplier les acteurs au risque d'épuiser la personne dans les démarches et les déplacements. Au-delà du soin, il faut s'intéresser à l'accès aux besoins primaires. Donc l'hébergement, c'est quand même essentiel. Nous, à l'EMLT, on n'a pas d'hébergement en propre, mais on travaille avec le réseau social, on fait les demandes d'hébergement. Mais ça reste vraiment d'une importance cruciale. Ça nous arrive de suivre des personnes en rue, mais c'est pour plein de raisons. Parfois, elles préfèrent comme ça, mais c'est vraiment très, très rare.
L'alimentation, bien sûr, et surtout dans la tuberculose, on est sur des personnes qui sont extrêmement dénutries. Donc, c'est un élément très important. Et on voit, il y a des études en Inde qui ont été faites sur le fait, par exemple, d'apporter des colis alimentaires à la famille de la personne malade. Ça réduit le risque de contamination des personnes du foyer, d'être contaminées de la tuberculose. L'alimentation, c'est un élément très important. Bien sûr, les vêtements, la communication. Donc la téléphonie, c'est très important pour le suivi, ne serait-ce que pour pouvoir se mettre en contact avec le patient, mais aussi l'accès au numérique et aux réseaux sociaux. Pour la réalisation de toutes les démarches administratives, aujourd'hui, on a besoin d'avoir accès au numérique pour pouvoir joindre sa famille aussi. Et là, vous avez Emmaüs Connect qui travaille sur des programmes d'accès au numérique. Les transports, qui constituent un frein à l'accès aux soins dans les zones reculées, un frein à la poursuite d'un suivi, parce qu'on est en risque des contrôles de police pour se rendre en consultation avec un risque d'expulsion. Donc nous, on demande des bourses pour essayer d'avoir un financement des tickets de transport. Exister pour quelqu'un, retrouver le contact de ses proches. Il y a un programme de la Croix-Rouge de rétablissement des liens familiaux qui s'appelle Trace the Face. C'est une base de données de photos pour essayer de retrouver ses proches perdus. Les liens sociaux et l'accès à la culture. À l'EMLT, nous faisons des ateliers d'éducation thérapeutique patient en groupe et des sorties culturelles où finalement les liens se nouent. Ça permet les échanges entre pairs qui se soutiennent. Et il y a un patient qui nous disait « les médicaments, ça soigne plutôt le corps, mais les groupes là, ça soigne le cœur ». Le TP permet aussi une évolution de notre posture en tant que soignant, et franchement, c'est une bouffée d'air, et une évolution de la relation avec les personnes accompagnées. On en a parlé hier, l'interprétariat, c'est pas un luxe, c'est essentiel, et il faut réellement s'acharner à y avoir accès. Google Translate, c'est pas un outil d'écoute, ça dépanne, c'est tout. Il faut le refuser pour soi et pour le patient. L'interprétariat, selon le professeur Jean-Christophe Weber, qui est interniste à Strasbourg, permet à la parole de l'autre de devenir compréhensible, mais cela permet aussi d'en marquer qu'au-delà du message à communiquer, on tiendra compte de cette parole. Cela permet au patient d'être reconnu, de savoir que l'on reconnaît la légitimité de sa parole et que cela appelle à une réponse de notre part. Une réponse en considération et en prise en soin. Et j'insiste aussi sur la notion d'interprétariat professionnel et pas de prendre quelqu'un dans la salle d'attente ou il faudrait qu'il vienne avec quelqu'un pour traduire, quelqu'un qui parle pas plus que lui vraiment français et à qui on va dévoiler le secret médical. Donc là où on évoquait des malentendus culturels, souvent il s'agit surtout de malentendus tout court, de l'échange où on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas pu se comprendre, et il s'agit simplement d'une personne non entendue. On a aussi déjà évoqué d'autres intervenants dans le soin, les médiateurs en santé, mais aussi la médiation en santé par les pairs. On navigue aujourd'hui entre beaucoup de termes, entre pairs experts, patients partenaires, patients experts. Et nous, on commence tout juste à l'EMLT avoir un patient partenaire et ça s'annonce vraiment passionnant comme expérience. Il y a aussi la médiation inter- ou transculturelle avec le patient, un psychiatre, un interprète en physique et un soignant. C'est un dispositif qu'on utilise lorsqu'on a le sentiment que les freins dans le soin pourraient être liés au parcours de vie ou l'éclairage culturel ou psychologique pourrait nous aider. Le statut. Donc le parcours de soins va être hyper impacté par le statut de la personne au regard de son séjour. Donc c'est quoi une personne en situation régulière? Donc ça va être quelqu'un avec un étranger avec un visa, un résident étranger avec un titre de séjour ou quelqu'un qui est réfugié statutaire ou avec une protection subsidiaire. On a d'autres personnes qui sont en cours de démarche d'asile, en cours de démarche pour un titre de séjour pour raison de santé. Ces personnes-là sont en situation régulière, mais on ne sait pas si finalement ça va être accepté ou non. Donc il y a une certaine vulnérabilité. À savoir aussi que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler pendant qu'ils sont en cours de démarche d'asile et qu'en termes de titre de séjour pour raison de santé, on peut ou pas avoir le droit de travailler pendant cette période-là. Donc finalement, on dépend de ressources qu'on n'a pas vraiment. Et puis finalement, en situation irrégulière, donc ça c'est des personnes qui n'ont pas encore du tout fait de démarche de régularisation ou qui ont un document qui est expiré, qui ont été déboutés de l'asile. Et en plus du cas d'être sans titre de séjour, on peut aussi avoir une mesure d'éloignement, donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Si on nous a refusé par exemple le titre de séjour pour raison de santé, on nous donne une OQTF, il faut quitter le territoire français. Et parfois, on a aussi une interdiction de revenir sur le territoire. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur le parcours de soins, parce que ça va avoir un impact sur quelle sécurité sociale on va pouvoir avoir. Je
Je vous ai mis ici des documents que vous allez voir en consultation, que les patients vous ramènent. Parce qu'on est souvent confronté à des piles de papier. Effectivement, les personnes sont rarement sans papier, mais plutôt en attente du bon papier, en regard de l'administration. Donc, vous allez voir des attestations de demande d'asile avec des dates de fin, donc qui vont se renouveler régulièrement. Il y a l'attestation de domiciliation. Si c'est un demandeur d'asile, ça sera auprès de FTDA. Si c'est pas un demandeur d'asile, il faut faire une domiciliation auprès d'une association. C'est très important pour pouvoir ouvrir des droits à la sécurité sociale. On a aussi la carte d'allocation du demandeur d'asile ADA. Donc je vous la mets parce que c'est pour en parler. C'est une carte de paiement. Avant, c'était une carte de retrait. Les gens pouvaient retirer de l'argent, payer par exemple la personne chez qui ils dormaient quand ils dormaient chez un tiers. Mais le gouvernement a décidé d'arrêter ça pour éviter notamment ce qu'on disait, envoyer de l'argent au pays. Donc aujourd'hui, c'est une carte uniquement de paiement. Je vous ai mis aussi le récépissé de la demande de carte de séjour. Donc c'est un papier comme ça, un peu cartonné. C'est un peu bon signe, ça veut dire que la demande a été acceptée, mais que la personne n'a pas encore le document officiel et terminé. Et enfin, la carte de titre de séjour, qui est une petite carte plastifiée, grande comme ça, où là, c'est vraiment que la personne a bien reçu la demande d'asile au titre de séjour. Ensuite, donc, le statut a une conséquence sur le type de couverture sociale et donc sur le parcours de soins. Donc ça, c'est un tableau qui est inspiré de celui du guide COMED. Donc on voit que si on est en situation régulière, on a donc la couverture sociale de base, c'est la PUMA, la protection universelle maladie qu'on a tous. Ensuite, pour la partie complémentaire à 30%, vous et moi, normalement, on a une mutuelle. Les personnes qui n'ont pas les conditions de ressources pour se payer une mutuelle peuvent faire la demande de complémentaire santé solidaire, la C2S. Mais il faut en faire la demande et beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Donc ça, c'est soit il faut financer une partie, soit c'est complètement gratuit. Donc ça, c'est sur la sécurité sociale quand on est en situation régulière. Quand on est en situation irrégulière, on va dépendre de l'aide médicale d'État. Et ça, c'est géré par le ministère de l'Intérieur, donc contrôle. Tout le monde n'a pas accès à l'aide médicale d'État, on va le voir après. Et notamment, s'il y a un risque vital ou des pathologies infectieuses transmissibles, on va pouvoir peut-être entrer dans le cadre du DSUV, le dispositif soins urgents et vitaux. Mais tout ça, donc, il y a des conditions. Donc, c'est conditionné au type de séjour, si on est régulier ou irrégulier. Il faut des papiers d'identité, et certaines personnes, surtout chez les exilés, n'ont plus de papiers d'identité. Et là, il ne faut pas retarder les démarches d'ouverture de droit, mais il faut faire une attestation médicale d'identité où on dit moi, je suis signé docteur, la personne m'a dit qu'il s'appelait comme ça, qu'il est né là avec une date de naissance. Et ça passe pour la sécurité sociale. Sinon, il va falloir attendre que la personne essaye de refaire un passeport, ça peut durer 6 mois. Donc, il faut vraiment pas retarder les choses. Il y a des conditions de ressources, donc c'est 847 € par mois pour une personne. Donc au-delà, si on est en situation régulière, on a la PUMA, il va falloir payer une mutuelle. Si on est dans le cadre de l'AME, malheureusement, il n'y aura aucune prise en charge, pas d'AME du tout. Donc ça veut dire que c'est des gens qui gagnent peut-être 1 000 € par mois, ils n'ont aucune aide pour les soins. Donc ils vont devoir se payer une assurance privée, base et complémentaire. Et puis il faut prouver d'une résidence stable en France depuis plus de 3 mois. Donc ça, c'est un critère où il y a vraiment l'impact politique sur la santé, qui ne cesse d'en compliquer l'accès pour les exilés. Or, ça n'empêchera jamais les exilés d'être malades, mais ça aura nécessairement un coût humain et financier. On voit que l'ajout des 3 mois de carence, notamment pour les demandeurs d'asile, à l'EMLT, on a de nombreuses personnes qui deviennent symptomatiques dans les 2 mois de leur arrivée en France, et donc ils n'ont aucun accès à une couverture sociale, parce qu'on est sous les 3 mois. Si on prend le cas des personnes qui sont venues sous visa, elles sont en situation régulière pendant toute la durée du visa, donc c'est 90 jours. Donc pendant ce temps-là, elles dépendent d'une assurance voyage qu'elles auraient dû prendre avant de partir du pays. Et il n'y aura pas de prise en charge. Ensuite, à la fin du visa, il y a 3 mois de carence en situation irrégulière avant de pouvoir demander l'AME. Donc tout dans tout, quelqu'un qui a une tuberculose en arrivant, qui était sous visa, elle va avoir 6 mois sans qu'on puisse prendre en charge ses soins. Donc là, je vous ai remis des documents concernant la sécurité sociale. Donc là, vous avez une attestation de sécu. Donc, je sais pas, vous en avez peut-être déjà vu. Il y a 3 choses qui vont être dessus, la PUMA, la C2S et l'ALD. Parce que l'ALD, c'est que pour les personnes régulières. Là, vous allez voir qu'il y a des différences de date de fin pour chaque dispositif. Donc, il faut faire hyper attention. Les gens peuvent tomber, leurs droits peuvent s'expirer sur la C2S ou sur l'ALD alors qu'ils ont encore une PUMA.
Je vous ai mis une carte d'AME. Et très fréquemment, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les pharmacies ont tendance à refuser la carte AME. Donc si c'est le cas, il faut prendre son téléphone, appeler la pharmacie, faire de la médiation, expliquer déjà qu'ils n'ont pas le droit de refuser l'AME, et ensuite essayer d'aider le patient pour qu'il ait bien ses traitements. Et puis, il y a des risques de rupture de droit parce que, par exemple, l'AME ou la C2S, c'est annuel. Donc, chaque année, il faut refaire ces démarches, en sachant qu'il y a 2 à 3 mois de délai pour faire les démarches. Donc, quand vous voyez qu'une date va se finir dans 2-3 mois, commencez à parler au patient d'aller retourner à la Sécu pour refaire ces démarches. Et si, effectivement, il n'a pas recouvert de cartes avant la fin des droits, vous pouvez demander à une assistante sociale de l'hôpital de vous imprimer ce qu'on appelle une consultation de droit, parce que elle, sur l'ordinateur, elle voit en temps réel l'ouverture des droits des personnes. Et ça donne le document qui est en dessous, où vous voyez que les droits sont ouverts, mais que la personne n'a pas encore reçu sa carte qui le dit. Mais ça peut aider, du coup, à la pharmacie, si on le tamponne, qu'on dit si, je vous assure, il a des droits ouverts. Donc, sur le parcours de soins, il m'est arrivé de rencontrer une patiente en PASS à qui on a diagnostiqué une maladie auto-immune grave en rupture de droit, qui avait 2 ans d'errance diagnostique derrière elle, par méconnaissance du parcours de soins et des dispositifs. Elle consultait son médecin généraliste, qui lui faisait pas payer les consultations, c'est gentil, mais qui par ailleurs n'avait pas su l'orienter dans un parcours de soins et qui aurait permis qu'on lui fasse recouvrir ses droits et de pouvoir avancer la démarche diagnostique. Donc finalement, cette errance avait nourri de l'épuisement, de la culpabilité, de la honte pour cette patiente qui ne pouvait pas se payer les soins, et une aggravation de son état de santé. Un autre patient malade de la tuberculose disait qu'il était resté 2 semaines sur un banc devant les urgences de l'hôpital. Il n'osait pas rentrer parce qu'il n'avait pas de papier et ses amis lui avaient dit que l'hôpital appellerait la police pour l'expulser. Et puis de toute façon, il ne pouvait pas payer. Lorsqu'il s'est enfin décidé à rentrer, il a perdu connaissance au guichet d'accueil de l'hôpital. Ça met en évidence le phénomène de renoncement aux soins. Et on peut voir les travaux de l'ODENOR, c'est l'Observatoire du non-recours aux droits et aux services. Et c'est un phénomène bien plus important que les abus des aides sociales que les gouvernements voudraient bien nous faire avaler. Il est donc important pour nous aussi soignants de connaître les dispositifs, comme les PASS dont nous parlait hier Nadia Garrett, et les équipes mobiles santé-précarité. On a aussi un peu entendu parler hier du bilan de santé ou du rendez-vous santé, de dépistage à destination des migrants arrivés récemment en France. Et là, la difficulté, c'est de se coordonner. C'est très structuré dans certains territoires et pas du tout dans d'autres. Donc, il faut savoir qui coordonne tout ça dans votre territoire pour ne pas faire 3 sérologies VIH à l'un et pas de vaccin à l'autre. La maladie, source de précarisation, parce que lorsque le moyen de subsistance, le corps, ne suit plus, surtout pour les personnes qui travaillent de façon informelle et souvent dans des métiers physiques, et ben en fait, ça précarise. Si les soins médicaux sont le plus souvent gratuits, mais on a vu qu'il y a plein de fois où, en fait, c'est pas gratuit, la maladie, elle, a un coût financier social important. La notion de coût catastrophique, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup en France. C'est des coûts supérieurs à 20% du revenu familial annuel en raison des stratégies d'adaptation à la maladie. Donc, bien sûr, il y a les coûts médicaux directs, les dettes hospitalières, les examens et les traitements non pris en charge, mais il y a aussi tous les coûts médicaux indirects, les transports, les pertes de revenus liées à la maladie, à l'invalidité, aux séquelles, parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas d'indemnité journalière pour les personnes en situation irrégulière, même si elles travaillent. Des dettes d'hébergement lorsqu'on est hospitalisé ou diminué et qu'on ne peut plus travailler, et des dettes alimentaires. Et il y a aussi un coût qui repose sur les familles, même à distance, du fait de l'impossibilité de continuer à les soutenir. Donc j'ai des patients qui aujourd'hui reçoivent de l'argent du Pakistan pour pouvoir vivre en France parce qu'ils sont malades et qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est quand même absurde. Il y a aussi un cumul des stigmatisations du fait d'être une personne étrangère, en situation de précarité, en situation de handicap, liée aux pathologies, le VIH, la tuberculose, etc. Et il faut prendre en compte une notion importante, c'est aussi l'autostigmatisation des personnes elles-mêmes. La maladie, source de régularisation, je dirais rarement. C'est une demande fréquente de la part des patients, mais c'est rarement le cas. Les étrangers atteints d'une maladie grave dont le traitement approprié est inaccessible dans leur pays doivent pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Mais pour ça, il faut notre certificat médical, une appréciation de l'offre de soins dans le pays d'origine, un rapport médical élaboré par un médecin de l'OFII, un avis du collège des médecins de l'OFII, et à la fin, la décision finale revient au préfet. Et selon les régions, on sait que certains préfets vont plutôt dire non. Tout ça en vue d'obtenir un titre de séjour vie privée et familiale pour soins.
Donc du coup, je vous invite à connaître le contexte réglementaire ou vous renseigner auprès des spécialistes. Et il y a une permanence téléphonique et juridique nationale du COMED, dont je vous ai mis le numéro en bas, où vous pouvez appeler sur plusieurs créneaux pour demander finalement quand un patient vient vous dire voilà j'ai telle maladie, je viens de tel pays, est-ce que oui ou non ça vaut le coup de faire la démarche pour un titre de séjour pour soins. Et puis, surtout, il faut accompagner les personnes dans la démarche de reconnaissance de leurs droits, mais il ne faut pas nourrir de faux espoirs, parce que les conditions sont de plus en plus difficiles. Et il faut savoir expliquer le risque en cas de refus. En cas de refus de la préfecture, c'est une OQTF. Et savoir vous positionner si tout semble dire que la démarche est vouée à l'échec et que le patient veut tout de même se lancer dans cette demande. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous êtes d'accord de l'accompagner tout de même ou pas, en sachant les conséquences? Je vous ai mis quelques documents pratiques sur la prise en charge des exilés. Le guide COMED, qui est vraiment hyper riche. Les journaux mots d'exil aussi, publiés par le COMED. Ils ont aussi fait des livrets de santé bilingues en 17 langues, qui sont en cours de révision actuellement, mais qui sont vraiment hyper intéressants sur raconter le parcours de soins aux patients. Il y a aussi les études de l'Observatoire du SAMU social de Paris. Le journal Rhizome de Lorsper Samdara sur santé mentale et vulnérabilité. Le guide pratique What is that, qui est décliné dans plusieurs villes avec plein d'informations hyper pratiques pour les personnes exilées. Et puis, en fait, Médecins du Monde, MSF, ils ont tous des documents vraiment hyper intéressants. En conclusion, la pratique auprès des personnes accompagnées nous apprend surtout à ouvrir le regard, notre curiosité, nos compétences et les interconnexions avec les autres disciplines, pour un savoir-faire et être ajusté à la personne dont on prend soin. Il faut dépister les vulnérabilités et connaître les ressources sur son territoire pour mieux orienter. Enfin, s'engager dans une pratique de santé globale, c'est pouvoir lutter contre les discriminations sociales, culturelles, de genre, environnementales, etc. Et agir ensemble avec la connaissance juste de ce qui traverse la vie de l'autre. Et comme l'écrit Marielle Massé, ça nous permet de passer de la posture de sidération face à la précarité à la considération de la vie de l'autre, qui finalement ouvre plein de possibilités. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation avec plein d'outils qu'on va pouvoir nous mettre en application. C'est l'heure des questions. Questions ou rapports d'expérience personnelle que les présentations vous ont évoqué. Je laisse vous avancer vers nous. Cette salle n'a que des micros avec des fils et je vous passerai le micro. Bonjour, c'était une question de terminologie. À quelle population ça correspond les enfants mineurs, enfin les mineurs non considérés comme mineurs? Merci pour cette question. En fait, donc les personnes qui se disent mineures passent à travers toute une démarche pour savoir, en fait, un juge va décider si oui ou non cette personne est mineure. Quand le juge décide que non, cette personne est probablement pas mineure, donc l'enfant a le droit de faire une démarche, de recours. Merci. S'il le fait tout seul, ça va être un peu compliqué, mais il y a par exemple MSF qui a un dispositif qui aide justement ces personnes-là pour essayer de faire reconnaître leur minorité. C'est un parcours assez complexe et finalement les mineurs non reconnus mineurs, c'est juste ça, c'est que ils ont dit qu'ils étaient mineurs, l'État dit non, t'es pas mineur, et puis voilà. Et justement, c'est le cas là chez les Guinéens. Il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui arrivent avec un passeport en règle, pour qui on dit non, tu n'es pas mineur. Donc, c'est l'inégalité on a parlé tout à l'heure des visas, des passeports. C'est l'inégalité des passeports en fait. Aujourd'hui, on vient avec un passeport qui dit je suis né en telle date, on est Guinéen. Ben non, en fait, on considère qu'on n'est pas mineur. Je rajouterai pas grand-chose, mais c'est vrai que la question de la reconnaissance de la minorité est un sujet tout à fait central pour le statut des personnes. Et beaucoup de jeunes qui sont devenus majeurs, par exemple, y compris à Paris, peuvent dormir sous la tente tout en étant au lycée. C'est un phénomène qu'on rencontre. Ça dépend
des préfectures aussi. Si on a un préfet qui est extrêmement zélé pour avoir une politique qui consiste à faire la guerre aux migrants, va aggraver ce genre de problème. Alors que si on a des préfectures plus ouvertes, ils vont avoir des chances de pouvoir rester pendant quelque temps dans les centres qui les accueillaient précédemment. Mais très souvent, on rencontre ce genre de problème, notamment dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Certains sont vidés dès le jour de leur majorité, d'autres sont maintenus, ne serait-ce que pour terminer leur année scolaire, par exemple. Et puis c'est l'ASE qui prend en charge les mineurs qui sont reconnus mineurs. Il y a d'autres questions ? Bonjour, déjà merci à toutes les deux pour cette super présentation. J'avais deux petites questions à poser. La première, ce serait sur le fait des passeports du coup qui ont une puissance différente en fonction du pays d'origine. Vous avez dit tout à l'heure que c'était les pays du Nord du coup qui décidaient de ça, mais à travers quelle organisation et quel organe précisément? J'imagine qu'il doit y avoir un nom pour ça. Un système de classification mondiale des passeports. En fait, c'est pas une décision. Chaque pays décide des visas qu'il va imposer aux autres pays du monde, parce que chaque pays est souverain. Et ensuite, il y a une sorte la carte, je l'ai faite après une espèce de hiérarchie qui s'appelle Henley et Passport. Si vous tapez sur votre ordinateur, vous aurez la hiérarchie de 2024 ou 2025 des passeports, qui change d'ailleurs chaque année. En général, les premiers aujourd'hui, c'est les Asiatiques, les Japonais, les Singapouriens, les Sud-Coréens. Puis ensuite, vous allez avoir les passeports européens. Ensuite, vous allez avoir, encore que certains doivent fournir des visas pour aller ailleurs. Par exemple, les Roumains n'ont pas le même droit d'entrée aux États-Unis que les Français, par exemple, parce que les États-Unis imposent des visas à certains, mais pas à d'autres. Donc, chaque pays décide du visa qu'il va imposer par nationalité aux autres pays du monde. Donc, ça, c'est une décision souveraine, si j'ose dire. Merci beaucoup. Et j'aurais une deuxième question du coup, c'est pour la C2S et la ME, j'avoue que moi à chaque fois, quand je me demande si mon patient y a droit ou pas, je ne sais pas exactement vers quel organe le rediriger pour qu'il puisse faire sa demande du coup, parce que en plus les deux sont gérés par des ministères différents, mais je sais pas exactement à qui ils doivent s'adresser et vers qui je dois les rediriger. Donc déjà, pense toujours est-ce qu'il est en situation régulière ou irrégulière. Ça va déjà t'aider à faire la différence. S'il est en situation régulière, ça va être l'assurance maladie. C'est vrai que s'il parle pas français, qu'il vient comme ça au guichet de la CPM, ou en plus il faut d'abord prendre rendez-vous en ligne par internet, c'est vraiment très compliqué. Après, si tu connais une passe dans ton territoire, tu peux aussi appeler la travailleuse sociale, voir qu'est-ce qu'il y a comme travailleur social qui pourrait s'occuper de lui. Peut-être qu'il en a déjà autour de lui. Souvent, on cherche des nouvelles solutions là où en fait il y en a déjà. Et puis pour l'AME, c'est aussi les travailleurs sociaux qui vont faire ces démarches-là. Le tout, je pense, c'est d'avoir des contacts de quelqu'un à appeler parce que finalement, c'est pas à toi de faire ça, mais c'est hyper bien que tu te poses la question. Mais ouais, plutôt développer ces partenariats autour de soi pour pouvoir déléguer à des gens qui savent faire. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? S'il n'y a aucune question, je dirais un mot sur les femmes, parce que j'ai pas eu le temps de parler des femmes migrantes, mais aujourd'hui, les femmes migrantes, c'est 48% des migrants internationaux. Donc, c'est un phénomène très, très important. Et même en Europe, aujourd'hui, il y a 51% de femmes parmi les migrants. Donc, c'est un phénomène qui est en pleine croissance, compte tenu des métiers auxquels je faisais allusion aujourd'hui, mais c'est vrai aussi dans d'autres régions du monde comme les pays du Golfe, etc. On a plus en plus de femmes migrantes qui migrent seules, qui sont pas au titre du regroupement familial et qui donc ont décidé elles-mêmes de partir pour des raisons liées à des contraintes diverses, culturelles, familiales, etc. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement crucial dans beaucoup de cas. Ces femmes migrantes sont particulièrement vulnérables, y compris médicalement, pendant leur parcours migratoire. Il y a d'autres questions?
Donc, on va pouvoir conclure. Je voudrais remercier encore chaleureusement nos 2 intervenantes et puis vous tous pour votre attention et votre engagement à cette thématique. Et c'est important pour moi de dire, vous toutes et tous, en tant qu'adhérents à votre syndicat local qui adhère ensuite à l'ISNAR IMG, que nous portons évidemment nous sommes absolument contre et révoltés de la remise en cause de l'AME constante et que la santé est un droit universel et que chaque patient a le droit à une prise en charge avec dignité et sans discrimination. Oui, j'ajouterais sur l'AME que, en fait, toutes les études économiques montrent que ça sera beaucoup plus cher d'arrêter l'AME. On le sait parce que tout simplement les gens attendent encore plus. Ils peuvent pas avoir accès à la prévention, ils peuvent pas avoir accès juste au traitement de base de leur pathologie chronique. Donc en fait, ils vont juste finir en réanimation avec des trucs hyper graves. Là, au SAMU social, on voit l'effet. Pour des personnes qui sont éloignées du soin, qui sont en situation de grande précarité, qui vont pas vers les soins, on voit bien ce qui se passe quand il n'y a pas de soins. Donc en fait, un diabète, c'est quelqu'un qui va être amputé, qui va devenir aveugle. Enfin vraiment, c'est ça la population au SAMU social. Donc si on généralise ça à toute la population des personnes exilées en situation irrégulière, on va au-devant vraiment de grosses problématiques de santé générale. Et puis l'impact que ça a sur les plus précaires, de toute façon, se généralisera aussi à la population générale. Et ce qu'on fait sur les populations précaires, on finit par le faire progressivement à tout le reste de la population. Donc c'est un peu une image de ce qui nous attend tous pour plus tard. Donc je pense que c'est vraiment important de défendre ça, parce que tout simplement, économiquement, c'est pas valable et humainement non plus. Merci à toutes et à tous. Bonne continuation. Maintenant, c'est rendez-vous dans la plénière, dans le Grand Théâtre pour la plénière de fermeture.